L'air de la salle d'audience était épais de mépris, et chaque parcelle de celui-ci était dirigée vers Evelyn Vance. Sa simple robe de seconde main semblait rétrécir sous le poids d'une douzaine de regards jugeants. De l'autre côté de la pièce, son ex-mari, Julian Thorne, était assis à côté de sa nouvelle fiancée, une femme drapée de diamants et de dédain. Ils étaient là pour finaliser un divorce, mais pour eux, c'était un tour de victoire. Ils étaient sur le point de dépeindre Evelyn comme une épouse sans valeur, une sanguesue qui ne méritait rien. L'avocat de Julian était un requin qui tournait en rond, prêt à la déchiqueter devant le juge. Quoi de plus humiliant que d'être publiquement détruite par l'homme avec qui vous aviez autrefois bâti une vie? Ils pensaient tout savoir sur la femme tranquille et timide qu'ils écartaient. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils se trompaient de manière dévastatrice. Le froid stérile de la salle d'audience 4B s'accrochait à la peau d'Evelyn Vance. C'était une froideur qui n'avait rien à voir avec la climatisation agressive du bâtiment et tout à voir avec le mépris palpable dirigé contre elle. Elle était assise seule à la table de la défenderesse, ses mains serrées si fortement sur ses genoux que ses phalanges étaient des montagnes blanches sur un paysage pâle. Son avocate, une jeune et sérieuse mais visiblement dépassée, défenseuse publique nommée Sarah Jenkins, feuilletait des papiers à côté d'elle, le bruissement amplifiant le silence. De l'autre côté de l'allée se trouvait la source de sa misère actuelle. Julian Thorne, son futur ex-mari, avait tout l'air de l'homme de succès qu'elle l'avait aidé à devenir. Son costume était un Tom Ford sur mesure. Son tissu gris anthracite foncé un témoignage d'un monde dont elle ne faisait plus partie. À côté de lui, sa fiancée, Isabella Sterling, était d'un portrait de perfection condescendante. Ses cheveux blonds étaient coiffés d'un carré élégant et brillant, ses boucles d'oreilles en perles attrapant la lumière fluorescente, et un petit sourire suffisant jouait sur ses lèvres tandis qu'elle se penchait occasionnellement pour chuchoter à l'oreille de Julian. Il ressemblait à un couple puissant sur la couverture d'un magazine d'affaires. Evelyn, dans sa robe à 15 $ du magasin d'occasion, se sentait comme un fantôme hantant leur triomphe. « Votre honneur », commença Marcus Finch, l'avocat de Julian. C'était un homme dont le parfum coûteux le précédait, un prédateur lisse aux cheveux argentés, avec une voix aussi douce et dangereuse que de la glace noire. « Nous sommes ici aujourd'hui pour dissoudre le mariage entre mon client, M. Julian Thorne, et la défenderesse, Mme Evelyn Vance, mais plus spécifiquement, nous sommes ici pour aborder la réclamation entièrement infondée et franchement insultante de Mme Vance pour une pension alimentaire. » Finch arpentait devant le banc du juge, ses mouvements théâtraux et confiants. Monsieur Thorne, par une brillante intelligence et un travail acharné et incessant, a bâti une firme d'investissement boutique à succès, Thorne Capital. Il est un pilier de la communauté financière. Madame Vance, d'autre part, il s'arrêta, se tournant pour faire un geste de dédain vers Evelyn. N'a rien contribué. Au cours des 5 années de leur mariage, elle a occupé une série de petits boulots à temps partiel. Une barista ici, une commise de librairie là, ne montrant jamais aucune ambition, aucune motivation. Elle était, pour être direct, une ancre domestique sur un homme destiné à la stratosphère. Evelyn tressaillit comme si elle avait été frappée. Une ancre domestique. Était-ce ce qu'elle était? Elle pensa aux innombrables nuits où elle avait fait des doubles équipes au restaurant, l'odeur de graisse collée à ses cheveux, pour que Julian puisse s'offrir l'abonnement au Wall Street Journal et les terminaux de données dont il avait besoin. Elle se souvint d'avoir vendu le médaillon de sa défunte mère, le seul bijou qu'elle possédait pour payer l'acompte de son premier bureau. Il l'avait appelé son ange investisseur, puis lui avait embrassé les mains et lui avait promis le monde. De plus, Finch continua, sa voix dégoulinant de pitié théâtrale. Madame Vance n'a fait aucun effort pour devenir autonome depuis leur séparation il y a 6 mois. Elle vit dans un appartement délabré, travaille un minimum d'heures dans une bibliothèque locale et semble s'attendre à ce que mon client,
Un homme qu'elle a émotionnellement abandonné il y a longtemps finance son mode de vie sans ambition indéfiniment. Ce n'est pas seulement déraisonnable. Votre honneur, c'est parasitaire. Isabella Sterling laissa échapper un petit rire doux et délicat, juste assez fort pour qu'Evelyn l'entende. Elle jeta un coup d'œil à Julian, qui refusa de croiser son regard, fixant plutôt le juge avec un air de sincérité douloureuse. Il jouait la victime, le génie magnanime retenu par une simple femme avide. « Nous avons des relevés bancaires, des dossiers d'emploi, dit Finch, jetant un dossier sur le bureau du greffier. Ils montreront d'une femme contente de la médiocrité pendant que mon client construisait un empire. Lui accorder une pension alimentaire serait récompenser l'indolence. Nous proposons un règlement unique de 5 000 $, une offre généreuse pour l'aider à se remettre sur pied et rien de plus. 5 000 $ pour 5 ans de sa vie pour avoir sacrifié ses propres rêves, pour avoir cru en les siens. Un rire amer faillit s'échapper des lèvres d'Evelyn. C'était moins que le coup de la montre au poignet d'Isabella. Le juge, une femme au visage sévère nommée Judge Miller, regarda Evelyn par-dessus ses lunettes. « Madame Vance, la demande initiale de votre avocate, a requis 50% de tous les actifs acquis pendant le mariage et une pension alimentaire continue de 10 000 $ par mois. Monsieur Finch présente une image très différente de vos contributions. Avez-vous une réponse? » La gorge d'Evelyn semblait remplie de sable. Tous les yeux étaient sur elle. Elle pouvait sentir le poids de leur jugement, leur conviction qu'elle était exactement ce que Finch l'avait dépeinte. Un échec pathétique s'accrochant au basque d'un homme à succès. « Votre honneur. » Sarah Jenkins commença, sa voix un peu tremblante. « Ma cliente a soutenu M. Thorne émotionnellement et financièrement dans les premières années. Son revenu, bien que modeste, a payé leurs dépenses de subsistance, tandis que l'entreprise de M. Thorne n'était encore qu'un concept. » Finch rit d'un court aboiement. « Objection. Votre honneur, vague et non étayé. A-t-elle des reçus pour les courses qu'elle a achetées? Un registre pour chaque tasse de café. C'est la tentative désespérée d'une femme qui réalise qu'elle a laissé un ticket de loterie gagnant lui glisser entre les doigts. » La petite galerie, principalement composée d'amis de Julian et Isabella, gloussa d'amusement. Julian jeta finalement un coup d'œil à Evelyn, son expression un mélange de pitié et d'agacement. C'était le regard que l'on donne à un chien errant que l'on doit chasser de son porche impeccable. Ce regard, plus que tout ce que Finch avait dit, brisa quelque chose à l'intérieur d'Evelyn. Le barrage de souffrance silencieuse qu'elle avait maintenu pendant des mois se fissura finalement. Elle prit une lente et profonde inspiration. L'air froid de la salle d'audience, un choc pour ses poumons. La peur et la honte qui l'avaient paralysée commencèrent à reculer, remplacées par une résolution lente et ardente, dure comme le diamant. Il voulait connaître ses finances. Il voulait parler de ce qui lui était dû. Bien. Il était temps d'arrêter de jouer selon leurs règles. Elle se pencha et murmura quelque chose à son avocate. Les yeux de Sarah Jenkins s'écarquillèrent de choc, puis de confusion, puis d'une compréhension naissante et électrisante. Elle se redressa, toute son attitude changeant de celle d'une recrue nerveuse à celle d'une professionnelle confiante. « Votre honneur, » dit Sarah, sa voix, maintenant claire et forte, coupant à travers les murmures dans la pièce. « Nous retirons notre demande précédente. » Elle est, comme M. Finch l'a si grossièrement souligné, inadéquate. Finch sourit d'un air suffisant. Enfin, un peu de bon sens. Alors, vous allez accepter l'offre généreuse de mon client? Non, dit Sarah, le regardant directement. Nous allons déposer une nouvelle requête. Une requête pour rejeter le besoin de toute pension alimentaire. Ma cliente n'a pas besoin de l'argent de M. Thorne. Cependant, nous allons demander le remboursement d'un certain nombre d'actifs personnels laissés dans le domicile conjugal. Elle marqua une pause, laissant la déclaration suspendue dans l'air. Actifs évalués conservativement à environ 25 millions de dollars. La salle d'audience tomba dans un silence absolu et stupéfait. Le sourire narquois de Marcus Finch disparut, remplacé par une bouche grande ouverte.
Julian et Isabella regardèrent, leur visage des masques de pure incrédulité. 25 millions de dollars. De la femme en robe bon marché, le jeu venait de changer, et Evelyn Vance était enfin prête à jouer. Le souvenir était si vif, c'était comme hier. Il pleuvait, une averse incessante de New York qui transformait les rues en miroirs sombres et scintillants. Ils étaient blottis dans leur minuscule appartement au 4e étage sans ascenseur à Brooklyn, celui avec le radiateur qui claquait et la fenêtre qui ne se fermait jamais tout à fait. Evelyn venait de rentrer d'un quart de travail de 12 heures au Daily Grind, un café où elle était une barista vedette, ses mains douloureuses et sentant légèrement l'espresso brûlé. Julian était à leur table de salle à manger bancale, enseveli sous une montagne de papier, son visage illuminé par la lueur d'un écran d'ordinateur portable. Il n'avait même pas remarqué qu'elle était entrée. C'était courant à cette époque. Son esprit était toujours à des kilomètres, perdu dans le monde complexe des algorithmes, des tendances du marché et des projections financières. Jules, avait-elle dit doucement, plaçant un sac en papier sur le seul coin libre de la table. Je t'ai apporté un sandwich, le pastrami que tu aimes. Il leva les yeux, ses yeux infocalisés un instant avant que la reconnaissance ne s'allume. Oh, Ellie, salut, je ne t'ai pas entendu. Il passa une main dans ses cheveux déjà en désordre. Je pense que je suis sur quelque chose. Un algorithme prédictif pour les actions à petite capitalisation. C'est révolutionnaire. Elle avait souri, son épuisement, momentanément oublié face à sa passion contagieuse. C'était le Julian dont elle était tombée amoureuse, le rêveur brillant et déterminé qui voyait des motifs dans le chaos du monde que personne d'autre ne pouvait voir. Il n'était pas Julian Thorne, le futur PDG, alors il était juste Jules, le garçon avec un rêve trop grand pour leur minuscule appartement. C'est incroyable, dit-elle, déballant le sandwich pour lui. Mange quelque chose. Tu es là-dessus depuis 2 jours d'affilée. Il prit une bouchée, mâchant distraitement. Les coups des serveurs vont être fous pour tester cela correctement. Et j'ai besoin d'un abonnement Bloomberg Terminal. C'est 2000 dollars par mois, Ellie. 2000. Il soupira, le poids de son ambition l'accablant. C'est impossible. Evelyn regarda autour de leur appartement. Chaque meuble était d'occasion. Chaque plat était ébréché. Ses vêtements venaient de solde, son seul luxe, un nouveau livre chaque mois, tout leur argent, chaque dollar économisé de son travail. Et ses petits boulots de codage occasionnels allaient dans un compte d'épargne étiqueté de rêve. Mais ce n'était pas suffisant. Le lendemain, elle prit le métro jusqu'à une petite boutique de prêteurs sur gage poussiéreuse dans le Diamond District. Dans sa poche se trouvait une petite boîte de velours. À l'intérieur gisait un délicat médaillon en or, finement sculpté de nœuds de myosotis. C'était celui de sa mère, offert pour son 16e anniversaire. C'était la chose la plus précieuse qu'elle possédait, un lien tangible avec un passé dont elle parlait rarement. Elle sortit 1 heure plus tard avec 2500 dollars en espèces, assez pour l'abonnement et un petit extra. Quand elle donna l'argent à Julian ce soir-là, il était extatique. « Ellie, comment? Où as-tu eu ça? »« J'ai mes moyens, avait-elle dit avec un sourire désinvolte, rangeant le souvenir du prêteur sur gage bourru et la douleur dans son cœur, dans un coin profond et caché. « Appelle-moi ton ange investisseur. » Il l'avait soulevée de ses pieds, la faisant tourner dans leur minuscule salon. « Quand Thorne Capital sera une réalité, je t'achèterai 1000 médaillons. Je t'achèterai un diamant pour chaque café que tu as jamais servi. Je le promets, Ellie. C'est tout pour nous. » Pour nous, c'était le mantra. Les sacrifices s'accumulaient, chacun une brique dans la fondation de son succès. Elle prit des corps supplémentaires, devenant serveuse la nuit après son travail de barista. Elle apprit à raccommoder ses costumes, à cuisiner des repas aux saveurs gastronomiques, avec un budget serré pour les investisseurs potentiels qu'il ferait venir. Elle était son pilier, sa pom-pom girl, son assistante non rémunérée, et le moteur silencieux et stable qui maintenait sa vie en marche pendant qu'il se concentrait uniquement sur le rêve.
Le jour où Thorn Capital obtint son premier tour de financement majeur fut le plus beau jour de leur vie. Il rentra à la maison, la souleva de la même manière, et ils burent du champagne, du vrai champagne cher, dans leur tasse à café dépareillée. L'avenir semblait illimité, mais le succès, apprit Evelyn, était un acide corrosif. Plus Julian réussissait, plus les États-Unis commençaient à lui ressembler. Leur minuscule appartement fut échangé contre un condo élégant et minimaliste avec vue sur Central Park. Ses vêtements de friperie furent remplacés par des tenues de créateurs qu'il choisissait, lui disant qu'elle devait avoir l'air de son rang. Le rêveur brillant et passionné était lentement remplacé par un étranger poli et calculateur. Il commença à la critiquer, son manque de diplôme prestigieux, ses simples passe-temps de lecture et de jardinage sur leur petit balcon, ses amis qui étaient infirmières et enseignantes, pas gestionnaires de fonds spéculatifs et mondaines. « Ellie, tu n'essaies même pas, disait-il, frustré après un événement de réseautage où elle avait passé la majeure partie de son temps à parler au personnel de la restauration. Ces gens sont importants. Tu dois t'engager. » Elle avait essayé, mais elle se sentait comme une imposture dans ce monde de faux sourires et de conversations transactionnelles. Ce n'était pas elle. Plus il la poussait à être quelqu'un d'autre, plus elle se retirait en elle-même. Puis vint Isabella Sterling. Son père dirigeait une entreprise concurrente plus ancienne. Une union entre Julian et Isabella était plus qu'un mariage. C'était une fusion. Evelyn les vit pour la première fois ensemble sur une photo dans une chronique mondaine. Julian avait son bras autour de la taille d'Isabella lors d'un gala de charité auquel il avait dit à Evelyn qu'il assistait avec son avocat. Il avait l'air heureux. Il avait l'air d'appartenir. La confrontation fut froide et clinique. Cela ne s'est pas passé chez eux, mais dans un café neutre et stérile, une ironie cruelle qui n'échappa pas à Evelyn. « Cela ne marche pas, Evelyn, » dit-il, sans même la regarder, remuant un sucre qu'il ne prenait pas dans son café noir. « Nous voulons des choses différentes. J'ai dépassé cela. Nous avons dépassé cela. Tu veux dire que tu as trouvé quelqu'un de plus utile? » dit-elle, sa voix calme, dépourvue des larmes qui l'attendaient clairement. Ses yeux tressaillaient d'agacement. C'est une façon grossière de le dire. Isabella comprend mon monde, elle en fait partie. Toi, tu étais pour le début. Je te serai toujours reconnaissant pour cela. Mais c'est la cour des grandes maintenant. Il fit glisser un morceau de papier sur la table. Un accord de séparation. Les termes étaient insultants. Il l'effaçait effectivement, transformant 5 ans de sa vie en une note de bas de page. Je serai généreux. Il avait dit les mots une gifle. Je ne te laisserai pas dans l'indigence. En y repensant maintenant du point de vue froid de la salle d'audience, Evelyn comprit. Il ne voulait pas seulement un divorce. Il voulait invalider rétroactivement toute leur histoire. Il avait besoin de croire qu'il avait tout fait lui-même, qu'elle n'était rien de plus qu'une phase temporaire, un morceau d'échafaudage à jeter une fois le gratte-ciel construit. En la peignant comme une parasite paresseuse et sans ambition, il n'essayait pas seulement d'économiser de l'argent. Il essayait de sauver sa propre histoire, la réécrivant avec lui-même comme héros solitaire. Et pour ce mensonge, il avait besoin de l'humilier. Il avait besoin de la rendre petite pour qu'il puisse se sentir grand. Le silence dans la salle d'audience 4B était une entité physique. Il pesait sur eux, épais et lourd. Le visage de Marcus Finch, habituellement un masque de contrôle suffisant, était passé par la confusion, l'incrédulité, et s'installait maintenant dans une fureur pure et simple. 25 millions de dollars. Finch bredouilla finalement, se tournant vers le juge comme si elle était son allié. « Votre honneur, c'est absurde. C'est une tactique désespérée et ridicule. À quels actifs fait-elle éventuellement référence? Une collection de livres usagés et de tasses de café ébréchées. La juge Miller, cependant, ne regardait plus Finch. Son regard était fixé sur Sarah Jenkins, et pour la première fois, une lueur d'intérêt véritable éclaira ses yeux fatigués.
Mademoiselle Jenkins, dit la juge, sa voix dangereusement égale. Vous avez fait une affirmation extraordinaire. J'espère que vous êtes prête à la justifier. Ce tribunal n'apprécie pas le théâtre. Nous le sommes, votre honneur, dit Sarah, sa confiance retrouvée rayonnant d'elle. Elle ouvrit un mince dossier qui était resté sur son bureau ignoré toute la matinée. Pendant leur mariage, M. Thorne et ma cliente résidaient au 113 Central Park West, appartement 14A. Lorsque ma cliente a quitté les lieux après leur séparation, elle a laissé derrière elle plusieurs objets personnels qu'elle n'a pas pu transporter à ce moment-là. Elle fit glisser un document sur la table. Ceci est un inventaire préliminaire. Le premier article est une peinture qui était accrochée dans le salon principal. C'est une œuvre de J.A. Michel Bazier intitulée « Cadmium sans titre ». Une vague de murmures traversa la galerie. Même Julian semblait confus, son front plissé. Il jeta un coup d'œil à Isabella, qui haussa simplement les épaules avec un air d'ennui. Finch laissa échapper un grognement dérisoire. Un basso. Votre honneur. Ils avaient une estampe, un poster qu'ils ont acheté en ligne pour $50 et encadré. C'est une blague? Ma cliente ne se réfère pas à une estampe, déclara Sarah calmement. Elle se réfère à l'original de 1944, acrylique et bâton à l'huile sur toile. C'était un cadeau à ma cliente pour son 18e anniversaire. Julian rit carrément à haute voix cette fois. C'est fou. Evelyn possède un baso. Son père était un professeur d'histoire au lycée et sa mère était une bibliothécaire. Ils vivaient dans une banlieue de l'Ohio. Où aurait-elle pu obtenir une peinture de plusieurs millions de dollars? Il se tourna vers le juge, écartant les mains dans un geste d'étonnement total. « Votre honneur, voyez-vous ce à quoi j'ai affaire? » Elle est délirante. Evelyn le regardait, son expression illisible. Elle le laissa parler. Elle le laissa creuser sa propre tombe. Il était si convaincu du récit qu'il avait construit de son passé simple et sans particularité qu'il ne pouvait pas voir la vérité même lorsqu'elle commençait à se former juste devant lui. Le deuxième élément, continua Sarah, imperturbable, est une montre PC Philips Grandmaster Chime, référence CSN 3 Saint-Gern. Elle était gardée dans un coffre-fort dans le placard de la chambre principale. Monsieur Thorne était au courant du coffre-fort, bien qu'il n'ait jamais eu la combinaison. Le visage de Julian devint pâle. Il se souvenait du coffre-fort. Il avait été installé lorsqu'ils avaient emménagé. Evelyn lui avait dit que c'était pour des documents sentimentaux. Il avait trouvé cela étrange, étrange, mais il avait été trop occupé avec l'entreprise pour poser des questions. Il avait simplement supposé qu'il contenait de vieilles photos de famille et des lettres. Un Patek Philippe, la montre la plus compliquée et la plus chère du monde. Il sentit un nœud froid de terreur commencer à se former dans son estomac. Et le troisième élément, dit Sarah, sa voix baissant légèrement pour un effet dramatique, est un ensemble de titres au porteur émis par le Trésor des États-Unis d'une valeur nominale de 10 millions de dollars. Ils étaient stockés dans le même coffre-fort. La salle d'audience éclata. Finch était debout, criant « Votre honneur, c'est une fabrication, un fantasme. Elle invente un trésor pour extorquer mon client. Nous exigeons une preuve, une documentation de provenance. » « Nous l'avons, » dit Sarah simplement. Elle sortit un autre document. « Ceci est une déclaration notariée de l'exécuteur testamentaire de la succession familiale de ma cliente, ainsi que des avenants d'assurance pour les articles spécifiés, tous sous le nom d'Evelyn Vance, Blackwood. » Le nom atterrit dans la pièce comme une grenade. Blackwood, pas un nom commun, mais dans les cercles où Julian et Isabella évoluaient maintenant. C'était un nom prononcé avec le genre de révérence habituellement réservé à la royauté ou aux dieux. C'était le nom associé à Blackwood Industries, le conglomérat multinational reclus avec des intérêts dans tout, de l'expédition à l'aérospatiale aux minéraux de terre rares. C'était un nom synonyme de vieille richesse, de pouvoir immense et de vie privée impénétrable. Isabella Sterling halta, sa main parfaitement manucurée volant à sa bouche.
Ses yeux écarquillés de choc s'élancèrent de Sarah à Evelyn. Elle regardait enfin Evelyn, la voyant vraiment pour la première fois. La robe bon marché, le comportement calme. Tout cela semblait soudain un costume, un déguisement délibéré. Julian était figé, son esprit s'emballant, essayant de relier les points. Blackwood, Evelyn Vance, Blackwood. Il se souvenait d'elle parlant de son père, de leur éloignement. Elle avait dit que c'était un homme difficile qui désapprouvait ses choix. Julian avait imaginé un professeur de petite ville têtu qui voulait que sa fille épouse un garçon du coin, pas un brillant financier. Il n'avait jamais demandé le nom de son père. Cela avait semblé si insignifiant, une relique d'un passé qu'elle et lui avaient laissé derrière eux. Blackwood, répéta Finch, sa voix soudainement faible, le bluff disparut. Comme dans Alexander Blackwood, le même Sarah confirma, Evelyn est son unique enfant, son unique héritière. Elle a choisi de vivre sous le nom de jeune fille de sa mère, Vance, pour vivre une vie normale, pour trouver un partenaire qui l'aimerait pour qui elle était, pas pour le nom qu'elle portait. Les yeux de Sarah rencontrèrent ceux de Julian et son regard était rempli de glace. Une expérience regrettable et clairement ratée. La vérité percuta Julian avec la force d'un coup physique. Ce n'était pas juste un mensonge. C'était un univers entier de tromperie. Il avait été trop arrogant et égocentrique pour le remarquer. Evelyn la fille simple, Evelyn la barista, Evelyn l'encre domestique. Tout cela avait été un choix. Son sacrifice n'était pas de vendre un médaillon. Son sacrifice était de renoncer à une vie de luxe inimaginable pour être avec lui, pour croire en lui. Et il avait tout gâché. Il la regarda, puis la regarda vraiment, la femme qu'il avait appelée parasitaire, sans ambition et délirante. Elle était assise là, posée et calme, son expression non pas de triomphe, mais d'une profonde, profonde tristesse. La tristesse d'une femme qui avait mis son cœur en jeu sur un homme et avait perdu de la manière la plus spectaculaire possible. À ce moment-là, Julian Thorne ne vit pas seulement les héritages de la fortune Blackwood. Il vit la plus grande erreur de toute sa vie, le ticket de loterie gagnant qu'il n'avait pas seulement laissé glisser entre ses doigts. Il l'avait déchiré en lambeaux et l'avait jeté au visage de la femme qui le lui avait remis. Isabella éloignait déjà sa chaise de lui. Son visage un masque d'horreur et de calcul. Elle ne regardait plus un fiancé. Elle regardait l'homme le plus stupide du monde. La salle d'audience était dans un état d'animation suspendue, prise dans le contre-coup du nom Blackwood. La juge Miller, pour sa part, avait retrouvé son sang-froid avec l'aisance exercée d'une femme qui avait vu toutes les formes de drame humain. Elle frappa son marteau une fois, le claquement sec résonnant dans le silence stupéfait. « Ordre !» ordonna-t-elle. « Monsieur Finch, asseyez-vous. »« Madame Jenkins, vous avez fait une affirmation qui change la nature entière de ces procédures. Vous avez mentionné un exécutif. Vous avez mentionné une documentation. Mais dans une affaire aussi inhabituelle, le tribunal exigera plus. » Marcus Finch, voyant une mince opportunité, se précipita de nouveau sur ses pieds. « Exactement, votre honneur. C'est du oui-dire. Les papiers peuvent être falsifiés. Les histoires peuvent être inventées. Ils doivent produire plus qu'un nom. Ils doivent produire une personne. Où est ce mythique Alexander Blackwood? Pourquoi n'est-il pas ici pour confirmer cette histoire absurde? C'était un argument valable. Alexander Blackwood était notoirement privé, un véritable fantôme qui n'avait pas été photographié en public depuis plus de 2 décennies. L'idée de le voir comparaître dans un tribunal des divorces dans le Lower Manhattan était risible. Finch le savait, et un peu de son arrogance revint. Il pariait que c'était un bluff incroyablement audacieux, mais un bluff néanmoins. Sarah Jenkins ne broncha pas. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge murale de la salle d'audience, puis vers les lourdes portes en chaîne à l'arrière. Le père de ma cliente est actuellement sur un vol transocéanique et ne peut être joint. Sa vie privée est, comme M. Finch le sait, d'une importance capitale. Cependant, dit-elle, son timing impeccable. Nous étions préparés aux besoins du tribunal d'une vérification directe. Nous avons un témoin.
Un témoin, demanda le juge, les sourcils levés. Votre liste de témoins a été soumise la semaine dernière. Elle ne contenait qu'un seul nom, Evelyn Vance. C'est un témoin de moralité et financier non programmé. Votre honneur, Miss Sarah, mais leur témoignage est vital pour corroborer l'identité et la situation financière de ma cliente. Une question que le conseil du demandeur a agressivement et à plusieurs reprises remise en question. Compte tenu des circonstances, nous croyons que leur témoignage est essentiel pour que justice soit rendue. Finch était livide. Objection. C'est une embuscade procédurale. Nous n'avons pas eu le temps de nous préparer, pas d'opportunité de découverte sur ce témoin mystérieux. C'est une violation complète du protocole. Normalement, Monsieur Finch, je serais d'accord avec vous, dit la juge Miller, son ton sec. Cependant, c'est vous qui avez passé la dernière heure à dépeindre Madame Vance comme une menteuse démunie. Vous avez ouvert cette porte, vous avez exigé des preuves. Madame Jenkins propose de les fournir. Je vais le permettre. Mais elle a averti Sarah que cela devait être substantiel. « Merci, votre honneur, » dit Sarah avec un signe de tête respectueux. Elle se tourna vers l'arrière de la pièce. La défense appelle Arthur Pendleton à la barre. Si le nom Blackwood était une grenade, Arthur Pendleton était un missile guidé de précision. Pour la personne moyenne, le nom ne signifiait rien. Mais dans l'héritage raréfié de la finance mondiale et du droit des sociétés, le monde que Julian et Finch habitaient, Arthur Pendleton était une légende. Il était le PDG de la société mère de Blackwood Industries, le visage public de l'Empire invisible. Il était le bras droit d'Alexander Blackwood, son gardien, et son conseiller le plus fiable depuis plus de 30 ans. Il l'appelait le vice-roi. Le sang de Julian se glaça. Il avait vu Pendleton parler une fois lors d'un sommet de Davos qu'il avait payé une fortune pour y assister. L'homme dégageait une aura de pouvoir tranquille et inattaquable qui faisait que les nouveaux riches comme Julian se sentaient comme des enfants. L'idée qu'Arthur Pendleton entre dans cette salle d'audience au nom d'Evelyn était impossible. Les lourdes portes en chêne à l'arrière de la salle d'audience s'ouvrirent. Deux hommes en costume sombre et austère entrèrent les premiers, leurs yeux balayant la pièce avec une efficacité professionnelle. C'était clairement la sécurité. Et puis entre eux marcha Arthur Pendleton. Il était à la fin de la soixantaine, grand et maigre, avec une chevelure argentée fournie et des yeux de la couleur d'un ciel d'hiver. Il n'était pas habillé dans le style voyant d'avocat comme Finch. Il portait un simple costume gris impeccablement coupé, une chemise blanche et une cravate bleu foncé. Ses vêtements ne criaient pas l'argent. Il le chuchotait d'une grande distance inaccessible. Il marcha d'un pas calme et délibéré le long de l'allée centrale, son regard fixé en avant. Toute la pièce sembla retenir son souffle. L'air crépitait de sa présence. Il passa devant la table de Julian sans un éclair de reconnaissance. Julian ressentit une envie involontaire de se recroqueviller dans son siège pour devenir invisible. L'existence même de Pendleton dans cette pièce était un verdict sur la vie de Julian, un jugement bien plus puissant que tout ce que le juge aurait pu rendre. Il n'avait pas seulement divorcé d'une femme, il avait insulté un empire. Arthur Pendleton atteignit la barre des témoins et resta patiemment debout, attendant d'être assermenté. Il regarda Evelyn et pendant un seul moment fugace, son expression sévère s'adoucit en une affection paternelle et de la préoccupation. Ce fut un regard qui confirma tout. Marcus Finch s'enfonça dans sa chaise, le visage cendré. Tout le combat l'avait quitté. Il s'éclaircit la gorge, était un requin, oui, mais il venait de découvrir qu'il nageait dans un océan qui appartenait à une baleine bleue, et il avait commis l'erreur fatale d'essayer de la mordre. Isabella Sterling, lentement, délibérément, ramassa son sac à main en cuir de crocodile du sol. Elle le posa sur ses genoux et l'ouvrit, ses mouvements précis et mécaniques. Elle ne regardait plus personne. Elle calculait son évasion. La fusion était annulée. Le greffier du tribunal, un homme qui avait vu des décennies de litiges banals, bredouilla légèrement
en faisant prêter serment à Arthur Pendleton. La gravité tranquille du témoin sembla même le déstabiliser. « Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité? » « Je le jure, » répondit Pendleton, sa voix calme et claire, portant facilement dans la pièce silencieuse. Sarah Jenkins s'approcha de la barre. « Monsieur Pendleton, pourriez-vous, s'il vous plaît, indiquer votre nom complet et votre profession pour le tribunal? » « Mon nom est Arthur Hemmings Pendleton. Je suis le directeur général de Blackwood Global Industries. » Chaque mot était délivré avec précision. Une déclaration de fait irréfutable. « Et à quel titre connaissez-vous ma cliente, Madame Evelyn Vance? » Pendleton tourna légèrement son regard pour regarder Evelyn, un sourire affectueux, presque triste, effleurant ses lèvres un instant. « Je connais Evelyn depuis le jour de sa naissance. Je suis son parrain et je suis l'exécuteur testamentaire de la fiducie de sa famille. » Sarah hocha la tête. « Pouvez-vous confirmer pour le tribunal sa relation avec votre employeur, M. Alexander Blackwood? Evelyn est la seule enfant et unique héritière de M. Blackwood. » Pendleton déclara simplement. « Son nom légal est Evelyn Vance Blackwood. » Vance était le nom de sa mère. Après le décès de sa mère et en devenant adulte, Evelyn a pris la décision personnelle d'utiliser le nom Vance exclusivement dans sa vie publique. C'était un choix né d'un désir d'intimité et de normalité, un choix que son père, bien qu'il ne l'ait peut-être pas pleinement compris, respectait à contre-cœur. Finch, voyant sa carrière défiler devant ses yeux, savait qu'il devait faire quelque chose, n'importe quoi. Il se leva faiblement. « Objection, votre honneur, tout cela est très émouvant, mais ce n'est pas pertinent pour la division des biens matrimoniaux. » La juge Miller le fusilla du regard. « Monsieur Finch, vous avez passé la majeure partie d'une heure à argumenter que la situation financière de Mme Vance était nulle et que son caractère était celui d'une escroqueuse ordinaire. Ce témoignage parle directement de ces deux affirmations. Rejetez. Asseyez-vous. » Finch s'assit, son visage brûlant d'humiliation. Sarah continua. « Monsieur Pendleton, nous avons soumis un inventaire de 3 articles spécifiques. Une peinture Bezo, une montre C. Philippe et une série d'obligations au porteur que ma cliente prétend être sa propriété personnelle non matrimoniale. Pouvez-vous parler de l'authenticité de ces affirmations? » « Je le peux, certainement. » Pendleton a dit que le basote cadmium sans titre a été acheté par M. Blackwood lors d'une vente aux enchères Sotheby's en 2015. C'était un cadeau pour le 10e anniversaire d'Evelyn. J'ai personnellement supervisé l'acquisition et la rédaction de l'acte de donation. C'est sa seule propriété. Sa dernière évaluation l'a estimé à 17 millions de dollars. Un soupir collectif traversa la salle d'audience. 17 millions de dollars pour une seule peinture. Julien eut le vertige. Les chiffres étaient si grands qu'ils étaient presque dénués de sens. Il se souvenait de cette peinture. Elle avait été accrochée au-dessus de leur canapé. Il avait toujours pensé que c'était un désordre chaotique et laid. Il avait une fois plaisanté sur le fait de la remplacer par quelque chose de plus apaisant. Evelyn lui avait juste donné un regard étrange et triste et avait changé de sujet. Le Patek Philippe, Pendleton continua son ton aussi égal que s'il lisait une liste de courses, était aussi un cadeau de ma part en fait pour sa remise de diplôme de l'Université Columbia. C'est l'une des 7 seulement existantes. Sa valeur est d'environ 3,50 millions de dollars. L'esprit de Julian tournait. Columbia Evelyn lui avait dit qu'elle avait un simple diplôme d'université d'État. Un autre mensonge. Un mensonge pour se faire paraître plus petite, moins intimidante, plus comme lui. La générosité de sa tromperie était à sa manière plus dévastatrice que la richesse elle-même. Et les obligations au porteur, a relancé Sarah. Celles-ci ont été placées dans une fiducie pour Evelyn par sa défunte mère, Catherine Vance Blackwood. Elles étaient destinées à être un fonds d'urgence pour Evelyn, à être entièrement séparées des finances de la famille Blackwood, afin de lui donner une certaine indépendance. Je peux confirmer
que leur valeur nominale est de 10 millions de dollars. Tous ces articles sont antérieurs à son mariage avec M. Thorne de plusieurs années. Ils sont sans équivoque sa propriété personnelle. Pendleton marqua une pause, puis déplaça son regard, fixant Julian Thorne d'un regard aussi froid et tranchant qu'un éclat de glace. « Votre honneur, si je peux ajouter une observation personnelle, » dit Pendleton, sa voix prenant un ton plus dur. « Au cours des 6 dernières années, j'ai vu Evelyn vivre une vie d'une profonde modestie. Elle l'a fait pour tester une hypothèse, qu'elle pourrait trouver un partenaire qui valoriserait son esprit, son intelligence et son cœur par-dessus tout. Elle a activement caché une fortune personnelle qui éclipse toute la compagnie de M. Thorne, non pas par tromperie, mais par espoir. Elle a exercé des emplois éreintants et ingrats, non pas parce qu'elle le devait, mais pour soutenir l'homme qu'elle aimait, pour permettre à son rêve de s'épanouir. Elle a contribué chaque dollar qu'elle a gagné et chaque once de son énergie à leur partenariat. » Il laissa les mots s'enfoncer. L'accusation que j'ai entendue en entrant dans cette salle d'audience, selon laquelle elle était une parasite, une ancre, une femme sans ambition, n'est pas seulement d'une grotesque fausseté, mais le plus grand jugement erroné de caractère que j'ai jamais vu en mes 68 ans. M. Thorne n'avait pas une Sang-Xu pour épouse. Il avait un bienfaiteur d'une générosité inimaginable. C'était un homme à qui on avait remis les clés d'un royaume, et au lieu d'entrer, il s'est plaint du poids des clés et les a jetées pour une poignée de cailloux brillants. La métaphore livrée d'une voix dévastatrice et calme par Pendleton était brutale. Elle dépouilla Julian, exposant son ambition superficielle et son manque catastrophique de perception aux yeux de tous. Isabella Sterling en avait assez entendu. Discrètement, sans un mot à Julian, elle se leva. Elle lissa sa robe, ramassa son sac à main, et avec la posture d'une reine abandonnant un état déchu. Elle sortit calmement de la salle d'audience. Le doux clic de la porte se refermant derrière elle fut le son de la fin de l'avenir de Julian. Julian ne la regarda pas partir. Il ne pouvait pas détacher ses yeux d'Evelyn. Elle regardait Pendleton et ses yeux brillaient de larmes non versées, non de tristesse, mais de gratitude. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un avait dit la vérité. Quelqu'un l'avait vu. « Je n'ai plus de questions pour ce témoin. Votre honneur, dit Sarah Jenkins, retournant à sa place. La juge Miller regarda Marcus Finch, choqué. Monsieur Finch contre-interrogatoire. Finch regarda Pendleton, qui rencontra son regard avec un calme déconcertant. Contre-interroger le vice-roi de l'Empire Blackwood. Ce serait un suicide professionnel. Non, votre honneur, marmonna Finch, sa voix à peine un murmure. Pas de question. La juge Miller examina la scène devant elle. Le côté du demandeur était en désordre. Julian Thorne, assis seul, un homme évidé, l'architecture de son arrogance s'étant effondrée sur elle-même. Son avocat, Marcus Finch, feuilletait des papiers sans but, évitant tout contact visuel avec tout le monde. Le côté du défendeur, par contraste, était un bastion de force tranquille. « Eh bien, dit la juge, sa voix empreinte d'une ironie si sèche qu'elle aurait pu déclencher un incendie. Ce fut certainement une matinée éclairante. Le tribunal estime que le témoignage de M. Pendleton est crédible et convaincant. » Elle fixa son regard sur Julian. « Monsieur Thorne, votre pétition de refus de pension alimentaire est bien sûr accordée, car la défenderesse a gracieusement retiré sa demande. Quant à la question des biens personnels, Madame Jenkins, votre cliente a-t-elle pris des dispositions pour récupérer sa propriété? Nous l'avons, votre honneur, Sarah confirma. L'équipe de sécurité de M. Pendleton est en attente. Nous demandons une ordonnance du tribunal accordant à ma cliente un accès immédiat et exclusif à la résidence au 113 Central Park West pour une période de 2 heures afin de récupérer ses effets personnels. Ainsi ordonné, dit le juge, frappant son marteau. Cela ressemblait moins à une clôture qu'à un dernier clou enfoncé dans ce cercueil de la vie de Julian. Et quant à l'offre généreuse du demandeur d'un règlement de 5 000 $,
Elle regarda Julien avec un mépris total. Le tribunal rejette cette offre comme insultante, faite de mauvaise foi et basée sur une représentation complète et délibérée des faits. Cette procédure est conclue. Le marteau tomba une dernière fois. C'était fini. Alors que les gens commençaient à s'agiter, le murmure étouffé des commérages choquants remplissant la pièce, Arthur Pendleton descendit de la barre des témoins. Il se dirigea vers la table de la défense et posa une main douce sur l'épaule d'Evelyn. « Allez-vous bien? » demanda-t-il, sa voix basse et gentille. Evelyn leva enfin les yeux, une seule larme traçant un chemin sur sa joue. Elle hocha la tête, esquissant un petit sourire humide. « Merci, Arthur, pour tout. » Alexander voulait venir lui-même, aimait Pendleton. J'ai dû l'en dissuader. Il aurait acheté le palais de justice et l'aurait fait démolir avec M. Thorne encore à l'intérieur. Malgré tout, un petit rire s'échappa des lèvres d'Evelyn. Cela ressemblait aux premiers rayons de soleil après une longue tempête. Elle se leva et pour la première fois ce jour-là, elle redressa les épaules et regarda de l'autre côté de l'allée l'homme qui avait été son mari. Julien la regardait fixement, son visage un masque pathétique de désespoir et d'horreur naissante. Alors qu'elle commençait à s'éloigner, flanquée de Pendleton et de son avocate, il sortit enfin de sa transe. « Ellie !» appela-t-il, sa voix brisée. Il trébucha de sa chaise, se précipitant pour l'intercepter avant qu'elle n'atteigne l'allée. « Ellie, attends, nous devons parler. » Les hommes de la sécurité de Pendleton se mirent en mouvement instantanément, se plaçant entre Julien et Evelyn, formant un mur silencieux et inébranlable. « S'il vous plaît, » supplia Julien, sa voix implorante, ses yeux sauvages de regret. « Je ne savais pas. Je jure que je n'avais aucune idée. J'ai fait une erreur. Une terrible, stupide erreur. » Evelyn s'arrêta. Elle le regarda, non pas par-dessus les épaules des gardes de sécurité, mais en se décalant légèrement sur le côté, croisant directement son regard. Le regard dans ses yeux n'était pas de colère ou de haine. C'était quelque chose de bien pire, de la pitié. C'était le regard que l'on donne à quelque chose de cassé et d'insignifiant. « Tu as raison, Julien, » dit-il, sa voix ferme et claire, portant dans la salle d'audience maintenant silencieuse. « Tu as fait une erreur, mais ton erreur n'était pas de me quitter, et ce n'était pas de ne pas connaître ma famille. » Elle fit un pas de plus, le forçant à voir la profonde vérité de ses mots. « Ton erreur a été de croire que la valeur d'une personne se mesure à son compte en banque. Tu t'es moqué de moi parce que j'étais barista, bibliothécaire. Tu avais honte de moi parce que je n'étais pas PDG ou mondaine. Tu n'as vu aucune valeur dans la gentillesse, la loyauté ou le sacrifice à moins que cela ne serve directement ton ambition. » Elle laissa le silence planer un instant. « L'argent ne change pas qui je suis. Je suis toujours la femme qui a servi du café pour te soutenir. Je suis toujours la femme qui a vendu le médaillon de sa mère pour toi. La seule chose qui a changé, c'est que maintenant tu vois que cette femme est précieuse et c'est Julianne pourquoi c'est fini entre nous. Tu n'es pas tombé amoureux d'Evelyn Vance et tu ne mérites certainement pas Evelyn Blackwood. » Sur ce, elle lui tourna le dos. Elle ne regarda pas en arrière en sortant de la salle d'audience. Arthur Pendleton à ses côtés, laissant Julian Thorne debout seul dans les ruines de sa propre fabrication. Un homme désespérément pauvre qui, pendant un bref instant éclatant, avait tenu toute la richesse du monde entre ses mains et avait été trop aveugle pour la voir. La nouvelle du drame de la salle d'audience se répandit dans les cercles élitistes de New York comme une traînée de poudre. L'histoire était juste trop délicieuse, l'ascension fulgurante et l'autodestruction spectaculaire de Julian Thorne. Son entreprise Thorne Capital implosa en une semaine. Les investisseurs effrayés par son manque catastrophique de jugement retirèrent leur argent. Sa réputation de brillant visionnaire fut remplacée par une nouvelle. Le fou qui a divorcé de l'héritière Blackwood. Personne ne voulait faire affaire avec un homme qui ne pouvait pas reconnaître un actif d'1 milliard de dollars alors qu'il y était marié. Il perdait le condo, son entreprise et les quelques vrais amis qu'il avait. Il tenta d'appeler Evelyn des centaines de fois, mais les appels restèrent sans réponse.
Il était un paria, un conte de mise en garde ambulant dont on chuchotait lors des galas et dans les salles de conférence. Les cailloux brillants qu'il avait choisis, le statut d'Isabella, un sentiment fugace de supériorité, s'étaient tous transformés en poussière entre ses mains. 3 mois passèrent pour les cercles de commérage de l'élite new-yorkaise. L'histoire de la chute de Julian Thorne avait été un drame passionnant mais fugace. Il était la nouvelle d'hier, un conte de mise en garde qui avait déjà été remplacé par de nouveaux scandales. Evelyn Vance Blackwood avait simplement disparu, se retirant derrière les murs impénétrables que le nom Blackwood offrait. Beaucoup supposèrent qu'elle était simplement retournée à une vie de luxe tranquille et recluse, les brefs et désordonnés chapitres de sa vie publique étant maintenant clos. Ils avaient tort. La bombe tomba non pas dans une chronique mondaine, mais à la une du Wall Street Journal. Le titre était frappant, imprimé en encre audacieuse et intransigeante. L'héritière Blackwood lance la Fondation Vance de 500 millions de dollars pour l'accès à l'éducation et aux arts. En dessous se trouvait une photographie d'Evelyn prise lors d'une conférence de presse tenue non pas dans une salle de bal d'entreprise stérile, mais dans la majestueuse salle de la New York Public Library, bordée de livres. Elle semblait transformée. La femme timide et hantée de la salle d'audience avait disparu, remplacée par une leader. Elle était vêtue d'une robe bleu marine simple, mais superbement coupée, ses cheveux coiffés d'un carré net et professionnel. Il n'y avait pas de bijoux ostentatoires, seulement la confiance tranquille d'une femme qui avait trouvé son pouvoir. Ses yeux, autrefois baissés, étaient maintenant clairs, concentrés et tenaient un feu que personne, pas même Julian, n'avait jamais vu auparavant. Le lancement de la Fondation Vance était une déclaration méticuleusement planifiée. La liste des invités n'était pas un carnet d'adresses de titans de Wall Street et de mondains insipides. Elle était composée de présidents d'universités, de poètes célèbres, de dramaturges en difficulté, d'organisateurs communautaires et d'enseignants d'écoles publiques. C'était une pièce pleine des gens même que le monde de Julian considérait insignifiants. Son discours, prononcé sans notes, était un chef-d'œuvre de grâce et de détermination. Pendant une partie de ma vie, commença-t-elle, sa voix ferme et résonnante. J'ai choisi de vivre sous le nom de ma mère, Vance. Elle était bibliothécaire. Mon père, un homme d'industrie, a bâti des empires d'acier et de commerce, mais ma mère a bâti des empires de l'esprit. Elle croyait que l'accès à la connaissance, à l'art, à la beauté, n'était pas un luxe, mais un droit humain fondamental. Elle m'a appris que la véritable valeur nette d'une personne ne se trouve pas sur un bilan, mais dans la richesse de sa curiosité et la profondeur de son empathie. Elle marqua une pause, son regard balayant l'auditoire attentif. Le monde a suffisamment de fondations dédiées à la construction de plus grands bâtiments. Cette fondation est dédiée à la construction de plus grands esprits. La Fondation Vance sera dédiée à s'assurer que le prochain grand romancier ne sera pas perdu parce que sa bibliothèque locale a fermé, que le prochain génie scientifique ne sera pas négligé parce qu'il n'a pas pu se permettre les frais de scolarité, et que la valeur d'une vie tranquille dédiée à la connaissance est célébrée et non moquée. La dernière phrase était une fléchette subtile, parfaitement visée, et le message était clair. Ce n'était pas un acte de charité. C'était une réorganisation des valeurs. Lors d'une rare interview individuelle subséquente avec un journaliste respecté, la question inévitable surgit. « Votre histoire a captivé le public », dit l'intervieweur doucement. « Beaucoup voient ce qui est arrivé à votre ex-mari comme une forme de vengeance cosmique. Le voyez-vous? » Le sourire d'Evelyn était réfléchi, dénué de malice. « Je ne crois pas à la vengeance. La vengeance est une conversation avec le passé et je suis bien plus intéressé par la construction de l'avenir. Ce qui s'est passé dans cette salle d'audience n'était pas de punir Julian. Il s'agissait de ma propre libération. Pendant des années, j'ai permis à quelqu'un d'autre de définir ma valeur, de dicter mon histoire. Je me suis rendu petite pour qu'il se sente grand, croyant que c'était la nature de l'amour et du soutien.
Mon erreur a été de penser que ma valeur était quelque chose qui pouvait être diminué par l'opinion de quelqu'un d'autre. Elle se pencha en avant, sa sincérité palpable. Le nom de mon père, Blackwood, fournit les ressources pour ce travail. C'est un outil puissant. Mais le nom de ma mère, Vance, fournit la mission. Cette fondation est ma voix. C'est un témoignage de la conviction que la vraie force ne réside pas dans ce que l'on peut acquérir, mais dans ce que l'on peut donner. Mon histoire n'est pas celle d'une héritière secrète, c'est celle de la fille d'une bibliothécaire qui met enfin en pratique les leçons de sa mère. À l'autre bout de la ville, dans un bar faiblement éclairé du Queens qui sentait la bière éventée et le regret. Jolyon Thorne regardait l'interview sur une télévision vacillante montée au-dessus du comptoir. Il sirotait un whisky bon marché, le liquide ambré faisant peu pour engourdir la douleur perpétuelle dans son âme. Il avait tout perdu. Sa firme était une coquille vide en faillite. Son condo avait été vendu pour couvrir ses dettes, et son nom était une blague. Il portait une chemise effilochée, son visage mal rasé, le fantôme du Titan portant du Tom Ford qu'il était autrefois. Tandis qu'Evelyn parlait, chaque mot était un nouveau tourment. La fille d'une bibliothécaire. Il se souvint d'avoir rayé la profession de sa mère, la valeur d'une vie tranquille. Il se souvint de l'avoir qualifiée de sans ambition. Il vit le baso qu'il avait appelé un gâchis laid, maintenant la pierre angulaire d'une exposition muséale financée par sa fondation. Il vit la femme brillante, gentille et profondément riche qu'il avait mise de côté pour une mondaine superficielle, qui n'avait pas répondu à un seul de ses appels. Il n'avait pas seulement mal jugé ses finances, il avait fondamentalement mal compris la nature de la valeur elle-même. Son ambition avait été un feu rageur qui lui avait donné une brève et brillante lumière avant de le consumer complètement, le laissant comme des cendres froides. Il comprit enfin. Il n'avait pas seulement perdu une fortune, il avait perdu un univers. Evelyn, quant à elle, était à des kilomètres de toute pensée pour lui. L'interview était terminée. Les galas et les conférences de presse étaient terminées pour la journée. Elle était dans une petite bibliothèque communautaire sous-financée du Bronx, l'une des premières bénéficiaires d'une subvention Vance. Il n'y avait pas de caméra ici. Elle était assise sur un petit tabouret dans la section enfants, lisant un livre d'histoire à un petit groupe d'enfants aux yeux écarquillés. Dans cet espace calme et sans prétention, entouré de l'odeur de vieux papier et d'imagination juvénile, elle était vraiment chez elle. Elle n'était ni Evelyn Blackwood l'héritière, ni Evelyn Vance, l'ex-femme raillée. Elle était simplement Evelyn, une femme qui avait traversé le feu et en était ressortie, non pas endurcie, mais illuminée, construisant enfin un empire bien à elle. Un livre, un esprit, un acte de gentillesse tranquille à la fois. Le voyage d'Evelyn ne visait pas seulement à révéler une identité secrète, il visait à révéler son véritable moi, un moi qu'elle avait caché même à elle-même. Elle entra dans cette salle d'audience en victime et en sortit en victorieuse, non pas grâce à son argent, mais parce qu'elle avait enfin récupéré sa propre histoire. C'est un puissant rappel que notre valeur n'est jamais définie par l'opinion de quelqu'un d'autre ou par son incapacité à voir notre valeur. Elle est définie par notre propre intégrité, gentillesse et la force de défendre qui nous sommes. Qu'est-ce que vous pensez a été la plus grande erreur de Julian? Était-ce son avidité, son arrogance ou son simple échec à voir la personne incroyable juste devant lui? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez été ému par l'histoire d'humiliation et de triomphe ultime d'Evelyn, veuillez montrer votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime », en partageant cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre et en vous abonnant à la chaîne pour plus d'histoires de vie réelles et puissantes. Votre soutien nous aide à continuer à mettre en lumière ces incroyables parcours. Merci de regarder.